Hey, vous êtes sur i24 News, je suis ravie de vous retrouver, c'est le morning, nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité, voici les titres de cette édition. Première femme de l'histoire, présidente des États-Unis, telle est l'ambition désormais officielle d'Hillary Clinton. L'ancienne première dame a annoncé hier sur Internet sa candidature à la présidentielle de 2016. Hillary 2.0 soigne son image, sa com et semble déterminée à pousser les portes de la Maison-Blanche. Dans l'actualité également ce matin, le camp de Yarmouk à l'agonie, situé dans la banlieue de Damas, le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Proche-Orient, subit désormais l'assaut des djihadistes de Daesh. Les morts se multiplient et l'autorité palestinienne se mobilise. Mahmoud Abbas déplore le fait que les Palestiniens payent le prix de guerres qui ne sont pas les leurs. Enfin, du cinéma, Jennifer Aniston, icône des années 90 grâce à la série Friends, signe un rôle aux antipodes des comédies romantiques qu'elle incarne depuis 20 ans dans Cake, qui sort cette semaine. Eh bien, elle est une femme meurtrie qui s'enfonce dans la dépression, zéro maquillage, des cicatrices sur la figure, quelques kilos en trop, l'occasion pour nous de revenir sur ces acteurs obligés de s'enlaidir au cinéma. Voilà, et bonjour à notre invité, Avi Pazner, ancien diplomate israélien. Merci d'être avec nous. Bonjour à Maurice Fergan. Et bonjour à Rudy. Un nom sur toutes les lèvres. Donc, ce matin, Hillary Clinton. Elle aura donc ménagé le suspense jusqu'au bout, sans grand meeting, mais tout en modestie. Eh bien, Hillary Clinton a officialisé sa candidature donc hier soir sur Internet. Elle se dit prête, Rudy, à être la championne des Américains. Et vous avez les images. Oui, c'est ce qu'elle dit dans son clip de campagne. On l'aura attendu toute la journée, même dans la soirée ici en Israël. Ce clip qui devait sortir à 19h heure israélienne, sortir un peu plus tard dans la soirée. On attendait donc une déclaration de candidature par Twitter. Elle est enfin arrivée avec tout un marketing. Et donc ce fameux clip qui était annoncé, on parle d'économie. Et effectivement, elle se présente en tant que championne des Américains. Regardez. I'm getting ready for a lot of things. A lot of things. It's spring, so we're starting to get the gardens ready, and my tomatoes are legendary here in my own neighborhood. My daughter is about to start kindergarten next year, and so we're moving just so she can belong to a better school. Mi hermano y yo estamos empezando un primer negocio. Vaya. After 5 years of raising my children, I am now going back to work. Every day we're trying to get more ready and more prepared. Baby boy, coming your way. Right now I'm applying for jobs. It's a look into what the real world will look like after college. I'm getting married this summer to someone I really care about. I'm gonna be in the play and I'm gonna be in a fish costume. From little tiny fishes. I'm getting ready to retire soon. Retirement means reinventing yourself in many ways. I'm getting ready to do something too. I'm running for president. Americans have fought their way back from tough economic times, but the deck is still stacked in favor of those at the top. Everyday Americans need a champion, and I want to be that champion. So you can do more than just get by. You can get ahead and stay ahead, because when families are strong, America is strong. So I'm hitting the road to earn your vote, because it's your time, and I hope you'll join me on this journey. Voilà, c'est votre moment, c'est son moment, Avi Pazner. Que peut-on comprendre du positionnement, des priorités d'Hillary Clinton dans cette nouvelle course à la Maison-Blanche? Ce sont des positions intérieures américaines, économie. On a vu toutes sortes de phénomènes. En 2 minutes, on a vu tout un spectrum de la vie américaine. C'est-à-dire, elle s'adresse aux Américains simples, même à ceux qui vivent la vie de tous les jours. Elle n'a pas touché aucun sujet de politique étrangère, c'est l'Amérique même. Et ça me rappelle un peu le slogan de Clinton quand il se présentait contre Bill Clinton, oui. Bien sûr, le légendaire mari, quand il se présentait contre Bush, le père. It's all about economy, stupid. Oui. Okay? C'est l'économie. Elle, c'est l'Amérique profonde,
l'Amérique simple. Bien sûr, on a encore 1 an et demi de campagne, c'est que le début. C'est un début prometteur pour elle, mais je crois qu'il va y avoir des hauts et des bas durant cette campagne. Évidemment, à l'américaine, c'est toujours le cas. On va continuer de décrypter évidemment cette candidature, mais on se tourne pour l'heure vers New York, où on retrouve notre correspondant David Benaïm. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors Hillary, on l'a dit, c'était déjà présenté, l'investiture démocrate il y a 8 ans. Elle avait perdu face à Barack Obama. Est-ce que cette fois, c'est une Hillary différente qui se lance dans la course ? Oui, c'est une Hillary différente. Son expérience en tant que secrétaire d'État pendant 4 ans lui donne énormément de crédibilité sur la scène internationale, mais surtout, comme vous dites, les leçons tirées de sa défaite face à Barack Obama lors de la primaire de 2008 risquent de faire la différence. Pour l'instant, aucun candidat dans le camp démocrate se dessine pour la mettre en danger lors de ces primaires. Ici, tous les analystes s'accordent à dire qu'elle est finalement son propre ennemi. Elle a le soutien du camp démocrate, d'Obama, qui a dit qu'elle ferait une excellente présidente. Mais la presse américaine, tout comme le camp républicain, n'en a pas fini avec la polémique sur Benghazi et plus récemment sur la crise des emails. Elle est accusée d'un manque de transparence sur ses communications lorsqu'elle était secrétaire d'État. Alors, vous l'avez dit, dans le camp démocrate, elle est presque seule en lice. Ça va être plus ou moins facile d'obtenir la place pour ces primaires. Côté républicain, ça va être beaucoup plus serré. Beaucoup de candidats, des sacrés candidats. Rand Paul, Ted Cruz, Jeb Bush, Scott Walker, Marco Rubio, qui va annoncer probablement sa candidature aujourd'hui. Candidat assez redoutable. Est-ce qu'à votre avis, les Américains vont faire le choix de l'alternance politique ? On verra. Pour l'instant, on liste pas moins de 12 candidats potentiels dans le camp républicain. Seuls 2 sont officiellement déclarés pour l'instant et on attend aujourd'hui en effet la décision du sénateur de Miami, Marco Rubio. Les primaires sont très déterminantes ici. Avant de se lancer dans une campagne clairement anti-Hillary, les républicains vont d'abord devoir débattre entre eux. Mais Hillary, elle est déjà en route pour l'Iowa, pour cette deuxième campagne. Elle opte pour un autre style. Avant de rentrer dans une campagne contre les républicains, elle doit d'abord regagner le cœur des démocrates. Quant à l'alternance, un seul candidat du même parti, d'un président sortant, a réussi à gagner une élection dans les 50 dernières années. C'était George Bush le père, après 2 termes de Ronald Reagan. En général, les Américains optent pour l'alternance, mais Hillary Clinton est une candidate à fort potentiel, d'abord par son passé de First Lady, mais surtout en tant que femme. Il semble qu'après avoir élu le premier président noir, l'Amérique se prépare à élire la première femme présidente, mais la campagne est toujours pleine de surprises. C'est très très tôt, il reste encore 575 jours avant le scrutin de novembre 2016. David Benaïm, merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors on l'a dit, Hillary Clinton, c'est aussi l'expérience. Elle aura près de 70 ans si elle obtient évidemment la carte vers la Maison-Blanche. Alors Hillary Clinton, c'est un parcours riche, première dame, sénatrice, secrétaire d'État. Julia Ganancia revient sur sa carrière. Elle rêve de devenir la première femme présidente des États-Unis. À 67 ans, Hillary Clinton compte bien prendre sa revanche sur son échec de 2008 lorsque Barack Obama lui avait ravi l'investiture démocrate. Coup de pouce opportun, depuis le Panama, le président américain l'a assuré de son soutien. Elle a été une formidable candidate lors des primaires du Parti démocrate en 2008. Elle a été un soutien formidable lors de l'élection présidentielle. Elle a été une secrétaire d'État exceptionnelle. C'est mon amie, je crois qu'elle ferait une excellente présidente. I think she would be an excellent president. Et cette fois, le chemin de l'investiture est dégagé. Aucun autre démocrate n'est plus connu ni plus apprécié qu'elle, à en croire les sondages qui placent Hillary Clinton à environ 60% des intentions de vote des primaires qui débuteront début 2016. Et la garde rapprochée de l'ex-secrétaire d'État prépare le terrain depuis 2 ans. L'organisation indépendante Ready for Hillary a levé plus de 15 millions de dollars pour soutenir sa candidature et identifier 4 millions de sympathisants. Côté carrière, la vie d'Hillary Clinton est indissociable du pouvoir. Ancienne première dame, sénatrice et chef de la diplomatie, elle a passé sa vie à parcourir le monde et à rencontrer des dizaines de présidents, premiers ministres et rois. Elle a jonglé avec les crises de la Libye à la Russie et aucun autre candidat n'a déjà vécu pendant 8 ans à la Maison-Blanche. Je pense que c'est juste de dire qu'un jour vous voudriez voir une femme présidente des États-Unis d'Amérique. Mais son expérience s'accompagne aussi d'erreurs, d'affaires et de scandales dès les premières années des Clinton au pouvoir. De Monica Lewinsky aux attaques de Benghazi, en passant par la récente découverte de la messagerie privée d'Hillary Clinton, les républicains s'en donnent à cœur joie et affirment que les Américains veulent tourner la page et élire un nouveau visage. Est-ce qu'on veut vraiment que notre pays traverse une nouvelle période de scandales et de mensonges avec un nouveau mandat Clinton ?
elle n'apportera pas une nouvelle ère d'opportunités. Hillary Clinton va amener une obscurité permanente et le peuple américain va être forcé de souffrir de ses mensonges. Dans le camp républicain, une douzaine d'hommes et une femme devraient se disputer l'investiture. Les sénateurs Ted Cruz et Rand Paul se sont déjà déclarés officiellement. Un troisième devrait le faire lundi à Miami, le sénateur Marco Rubio d'origine cubaine. Quant à Jeb Bush, en tête des sondages des primaires à ce stade très préliminaire, il continue d'entretenir le mystère. Mais Hillary Clinton apparaît la mieux placée pour remporter la Maison-Blanche. Selon les derniers sondages, elle remporterait l'élection face à n'importe quel candidat républicain. L'élection présidentielle aux États-Unis aura lieu en novembre 2016. Avi Pazner, est-ce que l'Amérique est prête à voir une femme accéder à la magistrature suprême? Certainement. Je n'en ai aucun doute. Il ne faut pas oublier qu'après Obama, ce serait naturel qu'une femme soit présidente. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, mais je ne crois pas que ce soit un handicap aujourd'hui. En 2015-2016, c'est-à-dire l'année prochaine, être une femme, vous êtes complètement qualifié pour être président, à condition, évidemment, de surmonter toutes les difficultés. Et on a entendu quelques-unes. Aujourd'hui, il apparaît comme si Hillary Clinton n'a pas de rival dans le Parti démocrate. Mais je suis convaincu que dans les mois à venir, il va y avoir beaucoup de personnes rêvant à la présidence. Et comme on le sait, des fois, quand on est trop connu, c'est un handicap. Pas qu'elle soit une femme, pas qu'elle a peut-être bientôt 70 ans, non. Mais toutes les affaires et tous les ennemis... Surtout qu'elle joue la carte de l'américaine normale, elle joue la carte de la modestie qui s'adresse à tout le monde. Et vous l'avez dit, elle est extrêmement connue, ça va être difficile à jouer ce rôle-là. Pas seulement connue, extrêmement riche aussi. Les Clinton sont extrêmement riches. Vous savez, quand on prend 250 000 $ pour faire un discours et qu'on en fait... je ne sais pas moi, quelques-uns par semaine, on est riche à la fin. Et c'était un peu le cas de Romney, qui s'est battu contre Obama. On lui a reproché sa richesse. Ça, c'est un point qui n'est pas encore mentionné. On mentionne des choses où elle n'a rien à voir. Monica Lewinsky, quoi, c'est sa faute. Si Bill Clinton a eu une affaire avec Monica Lewinsky, c'est sa faute à elle. Elle a eu un exemplaire pendant toute l'affaire Lewinsky. Voilà, justement, je dirais, au contraire, elle était exemplaire. Non. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Et je crois que cette histoire de richesse, Benghazi, les mails, tout ça, ça va revenir. Des fois, il y a des désavantages à être trop connu parce que vous avez une histoire. Et vous vous présentez contre quelqu'un complètement frais, complètement nouveau. Ça peut avoir Alors, elle va être aussi la première dame à se présenter à une élection présidentielle aux États-Unis. Est-ce que ça va avoir un impact sur la campagne, ce rôle qu'elle a joué? Qu'elle était première dame, je crois, non. Si vous me permettez, Barbara, je crois que plutôt le rôle qu'elle a joué comme secrétaire d'État va avoir un impact. Le fait qu'elle était première dame, c'est une chose normale. Le président est marié, elle est la première dame. D'ailleurs, une première dame qui était très active, très en vue. Mais je crois que son expérience, s'il y a déjà des plus à Hillary Clinton, le fait qu'elle était sénateur, le fait qu'elle a été secrétaire d'État, c'est vraiment une femme d'expérience. Et je me rappelle la blague quand Clinton était président, quand il est allé prendre de l'essence avec Hillary. Hillary, elle lui a dit « Regarde ce type-là, il voulait me marier. Si ça s'était passé, c'est lui qui serait président aujourd'hui. » Donc, c'est une femme avec beaucoup de poigne et beaucoup d'intelligence. Alors, parlons de son positionnement, ses priorités. On l'a vu dans le clip, ça va être l'économie, les questions intérieures qui touchent les Américains. Vous l'avez dit, pas un mot de politique étrangère. Mais sur cette question, tout de même, est-ce que vous pensez qu'elle va adopter une ligne foncièrement différente de celle de Barack Obama, ou elle va être finalement obligée de jouer sur la continuité? Non, elle va adopter une ligne différente, sans aucun doute. Il faut bien comprendre que Barack Obama, c'est l'aile gauche du Parti démocrate. C'est-à-dire, c'est le libéral des libéraux, Barack Obama. C'est le seul sénateur qui, en 2003, a voté contre l'intervention américaine en Irak. C'est-à-dire, il a eu le courage, ou la sagesse, de voter 1 contre 99, ok? C'est l'aile gauche. Hillary, c'est le centre. De tous les points de vue. C'est le centre démocratique, aussi en politique étrangère, je peux dire, face à Israël. Ça ne va pas dépendre de son rival républicain, finalement, ce positionnement au centre-gauche ou beaucoup plus à gauche? Je crois qu'en Amérique, contrairement à ce qui s'est passé dans les dernières élections à Israël, où par exemple Bibi Netanyahu s'est déplacé à droite, en Amérique,
pendant la campagne, on se déplace vers le centre. Okay? C'est une bonne nouvelle pour Israël, ce positionnement d'Hillary Clinton et le fait qu'elle puisse accéder à la Maison-Blanche? Je crois qu'on aura avec elle de meilleures relations qu'avec Barack Obama. Oui, je crois. C'est-à-dire les rapports avec Benjamin Netanyahu en tant que secrétaire d'État, Hillary Clinton n'ont pas été franchement au beau fixe. Bon, Benjamin Netanyahu a des relations difficiles avec un peu tout le monde, ok? Mais il a des relations spécialement difficiles avec Obama. Spécialement difficiles avec Obama. Je crois qu'il trouvera plus facilement un langage commun avec Hillary Clinton qu'avec un autre Obama, mettons, ok? Et Hillary Clinton, il ne faut pas l'oublier, elle a une connaissance profonde des communautés juives d'Israël. Son mari, Bill Clinton, était un grand ami d'Israël. Donc, elle apporte ici quelque chose de pro-israélien, même s'il va y avoir des difficultés, j'en suis certain. Mais je crois qu'il y a... Plus qu'un républicain? Écoutez, tant que je ne sais pas qui est le républicain, parce que parmi les républicains, il y en a qui sont isolationnistes. Oui. Hein, Ron Paul, par exemple, c'est quelqu'un qui ne veut rien savoir de politique étrangère, qui dit ouvertement Israël n'a pas besoin de notre assistance militaire, qu'il se débrouille. Donc, il faut faire très attention à voir qui est le candidat républicain avant de se prononcer. Alors, on l'a dit, Hillary 2.0 soigne son image, sa com, et semble vouloir faire finalement comme son prédécesseur, gagner cette élection grâce à Internet. Oui, c'est complètement calculé. Elle sait très bien l'impact que ça a eu sur la campagne d'Obama en 2008. Et d'ailleurs, elle a fait appel, on va le voir dans un instant, au grand nom d'Internet, de la communication pour Internet. Alors, c'est vrai qu'elle l'a fait via un tweet, mais c'est bien plus qu'un tweet. C'est un changement radical de sa page Twitter qui était une page plutôt morne, sans activité. Et bien là, hier, à partir du moment où elle a annoncé sa candidature, là, on voit la candidature l'acte de candidature en tweet en anglais. Il est également en espagnol. Il y a le logo qui est arrivé. Il y a un changement de couleur, un changement de packaging en fait de sa campagne. C'est vraiment une nouvelle Hillary qui arrive. Alors effectivement, faire acte de candidature sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est devenu vraiment politique complètement banal. En France, on pourrait citer Nicolas Sarkozy qui avait fait son retour en politique via Facebook, ou encore Alain Juppé qui a été candidat à la candidature cet été aussi sur sa page Facebook. Alors, choisir les réseaux sociaux, plusieurs raisons. Déjà, l'apparente spontanéité que va donner ce média, une sorte de lien direct entre le candidat et l'électeur. D'ailleurs, Hillary Clinton dit très clairement, en tout cas son équipe dit, tous les tweets qui seront signés par un H seront directement écrits par Hillary, les autres seront écrits par son équipe de campagne. Donc il y a ce côté échange avec les futurs électeurs. Alors c'est aussi donc une manière aussi de diffuser des idées, comme l'avait fait Obama par le système des retweets, des partages sur Internet. On sait que par exemple le message hier s'est affiché 3,1 millions de fois partout dans le monde sur les pages Twitter. Et combien 3,1 millions de fois, c'est le nombre d'abonnés en fait. Et après il y a eu encore des centaines de milliers de retweets. Donc évidemment c'est une manière aussi de faire passer des idées, les réseaux sociaux. Et donc voilà, c'est effectivement tous ces ingrédients qui avait porté, vous l'avez dit, Barack Obama au pouvoir avec son fameux Yes Weekend. Et c'était une campagne qui avait été menée par Chris Hughes, qui est un des fondateurs de Facebook et qui avait, lui, imaginé cette première campagne via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est désormais incontournable. Alors, il y a un côté spontané, mais en fait, c'est une communication qui est bien rodée. Alors, il y a quoi d'autre dans tout ce package de communication d'Hillary Clinton? On a vu, c'est monté un petit peu en pression. Il y a eu d'abord cette déclaration, on l'a entendu dans le reportage de Julia Ganassia, cette déclaration d'Obama qui dit excellente présidente des États-Unis. Donc évidemment, ça met un peu la puce à l'oreille. Puis les équipes de communication transmettent à la presse qu'un tweet va bientôt partir. Donc la rumeur monte. Hier, tout le monde était en train de rafraîchir sa page Twitter pour savoir si Hillary avait tweeté ou non. Et puis il y a évidemment ce clip. Et puis après, on va rentrer dans la vraie campagne. Et c'est-à-dire qu'on a déjà vu ce matin une première photo avec des Américains moyens, une photo complètement banale, mais une vraie photo de campagne. Et puis il y aura donc les premiers meetings qui s'annoncent dans l'Iowa, qui sera un des États incontournables pour ces primaires. On l'a dit, Hillary Clinton aura 70 ans si elle atteint évidemment les portes de la Maison-Blanche. Reagan était aussi âgé, mais c'est assez rare quand même aux États-Unis. Est-ce qu'elle arrivera, malgré toute cette armada de nouveaux médias, à faire oublier son âge et à passer pour une Hillary jeune, ou au contraire, cette expérience va être son atout? Je crois qu'elle va jouer sur l'expérience. On ne peut pas faire oublier son âge. Okay? Aujourd'hui, où tout est ouvert, on ne fait pas. Au contraire, il faut tourner l'âge en un avantage. Ce qu'a fait Reagan, vous mentionnez Reagan, 70 ans,
durant la campagne, quand Dukakis, il disait « Je ne vais pas tenir contre mon rival son inexpérience », c'est-à-dire il en a fait une blague. Ouais. Et là, Hillary Clinton, elle a tout avantage à jouer sur son expérience, évidemment. Pas parler beaucoup d'âge, on voit, c'est pas une femme jeune, mais c'est une femme qui a vraiment vu beaucoup, qui a une expérience. Et dans le pouvoir, dans tous les pays, dans chaque pouvoir, l'expérience pèse. Ouais. Okay? L'expérience pèse. On ne devient pas président, et on l'a vu avec le dernier président américain, les bourdes que l'on fait lorsqu'on n'a pas d'expérience, ça, Hillary ne le fera pas. Je crois qu'elle va jouer sur ça. Reagan, non, juste pour vous donner un exemple, Reagan, dans l'avion présidentiel, il a fêté ses 70 ans en invitant tous les reporters, venez fêter avec moi les 70 ans. Et il y a eu 70 bougies, il les a éteintes d'un souffle. Il a montré, et puis il a montré qu'il n'avait pas un cheveu blanc. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas essayer de cacher son âge. Maurice, dans la presse internationale, on parle évidemment ce matin d'Hillary Clinton. La candidate inévitable, titre le New York Times. Elle a pris un bon départ, mais son élection n'est pas inévitable, affirme le New York Times. Depuis 2008, la popularité d'Hillary Clinton est l'objet de sondages. En 2010, Hillary avait 60% d'opinion favorable. Depuis qu'elle a quitté le département d'État en 2011, elle a vu sa cote baisser jusqu'à 45% aujourd'hui. Alors, le Washington Post fait une drôle de comparaison. Le modèle d'Hillary Clinton sera George Bush. Oui, quel sera le modèle que choisira Hillary Clinton? Eh bien, pour le Washington Post, effectivement, ce sera celui de l'ex-président républicain George Bush. La candidate aux primaires démocrates s'inspirera du chemin tracé par Bush en 88. La recette du succès, vous voulez la connaître, Barbara? Eh bien, la prospérité économique et le dégel diplomatique qui avait déjà réussi à George Bush. New York Post, un titre pas franchement sympathique. Ah, pas du tout. La presse américaine est loin d'être unanime avec le New York Post, conservateur et populiste, qui dit tout simplement non, non, non à Clinton. Et le quotidien, regardez la photo à la une, fait la liste de tous les scandales d'Hillary, de sa fondation, en passant par l'affaire Lewinsky, Benghazi et en terminant par l'affaire des emails. Dans la presse européenne, on dit quoi d'abord en France? Eh bien, Le Monde, par exemple, qualifie Clinton de la candidate naturelle, mais Hillary Clinton devra faire oublier aux électeurs américains son image d'épouse manipulatrice et obsédée par le secret. En tout cas, écrit Le Monde, les républicains ne pourront la dépeindre comme une quasi-héritière dynastique et une élitiste coupée du peuple que si leur candidat n'est pas l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, fils et frère du président des États-Unis. On risque d'avoir une nouvelle élection, Bush-Clinton, un remake. Dans le Figaro, c'est la reine qui rêve de devenir président. Et oui, la correspondante du Figaro à Washington a trouvé ce surnom pour Hillary, tout simplement la reine, celle qui a été élevée dans l'idée que tout lui est ouvert. À 67 ans, la reine Hillary part donc avec de sérieux avantages, écrit-elle, pour briser le plafond de verre qui sépare encore les femmes de la fonction suprême. Mais rien n'est gagné pour la candidate inévitable, encore une fois on reprend ce terme, qui a déjà montré qu'elle sait perdre une élection. Voilà pour Hillary Clinton. Et l'autre titre dans la presse ce matin, c'est la reconnaissance du génocide arménien par le pape François. Par le Vatican, oui, c'est la formule trouvée par le pape François pour décrire le massacre des Arméniens en 1915, le génocide de l'indifférence. Le premier génocide du XXe siècle, a déclaré le pape, et cette déclaration papale semble réjouir la presse italienne. La Stampa rappelle en titre que la Turquie, très irritée, a rappelé son ambassadeur au Vatican. Voilà, et on termine sur cette même affaire par le Corriere della Sera. Oui, plus d'indifférence face au génocide, titre le quotidien italien qui publie l'interview du président de la République d'Arménie en visite en Italie. Dans un appel à la Russie et à l'Europe, Serge Sargians affirme que la prévention et la répression des crimes ne devraient pas être soumis à des intérêts géopolitiques. Malheureusement, je crains que le génocide n'est pas fini, dit-il. Au Moyen-Orient, nous voyons le début d'une action génocidaire. Nous avons atteint un point où il est essentiel de faire un effort collectif. Alors, on s'attarde un instant sur cette affaire. C'est donc une première historique, un souverain pontife qui reconnaît officiellement le génocide arménien en utilisant ce terme extrêmement symbolique. Regardez le résumé en images. Notre famille humaine a traversé au cours du siècle dernier 3 tragédies massives et sans précédent. La première, qui est largement considéré comme le premier génocide du XXe siècle. A frappé votre peuple arménien.
Génocide arménien. Les mots sont lâchés en ouverture de la messe de commémoration du centenaire du massacre et en présence du président arménien. Des mots jugés inacceptables par la Turquie qui a immédiatement décidé de convoquer le représentant du Vatican à Ankara pour expliquer ses propos. Les autorités turques ont également choisi de rappeler leur ambassadeur au Vatican pour consultation. Sur son compte Twitter, le ministre turc des Affaires étrangères parle d'allégations sans fondement. C'est vrai, le terme génocide arménien avait déjà été utilisé par un pape, mais dans un document écrit et signé en 2011 de la main de Jean-Paul II. C'est la première fois qu'il était publiquement prononcé et dans de telles circonstances. Cette déclaration, une reconnaissance du génocide, était très attendue par la communauté arménienne. Mais le pape François prend ainsi le risque de fâcher la Turquie et de compromettre les relations diplomatiques entre Ankara et le Vatican. Ankara qui refuse de reconnaître un génocide à la fin de l'Empire ottoman et qui maintient qu'il s'agissait d'une guerre civile dans laquelle 300 à 500 000 Arméniens et autant de Turcs ont trouvé la mort. Pour les Arméniens, 1 500 000 des leurs ont été tués entre 1915 et 1917 à la fin de l'Empire ottoman. Nombre d'historiens et plus d'une vingtaine d'États, dont la France, l'Italie et la Russie, ont reconnu un génocide. D'autres pays, comme les États-Unis, n'emploient pas le mot pour ne pas détériorer leurs relations avec la Turquie, puissant allié au Proche-Orient. Avi Pazner, est-ce que c'est un acte courageux de la part du pape François et pourquoi c'est lui le premier pape qui l'a fait? Parce que c'est un pape révolutionnaire, il faut bien le dire. François Ier est un pape révolutionnaire. Vous voyez son attitude face aux homosexuels, face aux autres religions. C'est un révolutionnaire et il a voulu dire la vérité sur le génocide arménien, qui est une chose dangereuse. Parce que regardez, même un pays comme Israël, qui a aujourd'hui des relations exécrables avec la Turquie, ne s'est pas prononcé parce que ça peut être un point de rupture. On peut critiquer Erdogan, on peut même dire qu'il est antisémite, on peut dire qu'il est anti-israélien, on peut critiquer la Turquie. On ne peut pas, aux yeux des Turcs, les accuser de génocide. Ça, ils ne l'acceptent pas. Et ils ont rompu les relations diplomatiques avec beaucoup. Pas seulement appelé leur ambassadeur en consultation. Mais là, le pape est remarquable, ok? C'est un homme courageux. Et je crois qu'il va donner un nouveau souffle au monde catholique en général. Et j'ai bien l'impression que d'autres pays vont suivre son exemple. Merci beaucoup, Avi Pazner. Vous restez, merci Rudy, merci Maurice. Vous restez avec nous. Après un nouveau journal, on parlera de la situation dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, situé dans la banlieue de Damas, un camp à l'agonie qui subit l'assaut des djihadistes de Daesh. Restez avec nous. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Dans l'actualité également ce matin, le camp de Yarmouk qui est à l'agonie, situé dans la banlieue de Damas. Le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Proche-Orient subit depuis une dizaine de jours l'assaut des djihadistes de Daesh. Les morts se multiplient et l'autorité palestinienne se mobilise. Résumé en images. Ils étaient plus de 150 000 Palestiniens dans la ville de Yarmouk avant 2011. Ils sont aujourd'hui moins de 20 000 dans ce quartier sud de la capitale syrienne. Nous sommes des civils, il y a des enfants et des gens malades. Il n'y a aucun médicament ou de quoi se faire soigner ici. Nous n'avons rien, pas d'eau, pas de nourriture. Qu'ils ouvrent la route, nous devons manger et boire. Selon Amnesty International, des dizaines de personnes sont mortes de faim dans le début du siège imposé fin 2012 par le régime de Bachar el-Assad. Le mois d'avril a vu le groupe État islamique prendre le contrôle du camp. Les habitants de Yarmouk se sont retrouvés pris en étau entre les bombardements des forces du régime et les exactions des djihadistes. L'ONU décrit une situation proche de la catastrophe humanitaire. Ses émissaires ont été dépêchés ce week-end à Damas pour tenter de venir en aide à ces Palestiniens de Syrie. Nous voulons que les habitants du camp sachent que leur intérêt est primordial pour nous et que nous ferons tout notre possible pour assurer leur sécurité, si possible à l'intérieur du camp, mais certainement à l'extérieur. Et nous allons y travailler en collaboration avec le gouvernement syrien. Une collaboration avec le régime de Bachar el-Assad, mais dans le même temps, l'ONU demande aux groupes armés de ne pas impliquer les civils dans les combats. Nous avons demandé aux groupes armés de respecter les populations civiles et de permettre à ceux qui souhaitent quitter temporairement le camp de le faire en toute sécurité pour qu'ils soient assistés correctement à l'extérieur par notre agence. L'agence réclame l'évacuation de ces milliers de personnes, dont 3500 enfants encore bloqués dans le camp palestinien.
Des habitants qui s'attendent à la reprise des combats dans ce quartier stratégique de la capitale syrienne, puisqu'il n'est situé qu'à quelques kilomètres du palais de Bachar el-Assad. Voilà, Avi Pazner, vous êtes encore avec nous. On va discuter de cette situation catastrophique à Yarmouk dans un instant. Quelques précisions avant cela avec vous, Myriam Aman. En quelques mots, Yarmouk, c'est quoi ? Yarmouk, c'est un camp de réfugiés, on le sait, de Palestiniens qui ont fui, quitté ou ont été chassés selon les différentes versions l'État d'Israël au moment des guerres israélo-arabes et après 1948 et 1949 et qui se sont donc installés en Syrie où un camp leur a été dédié. Il faut savoir que c'est un camp de réfugiés, on l'appelle comme ça, mais que petit à petit, ce camp de réfugiés qui était en banlieue sud de Damas s'est intégré dans la capitale syrienne, qu'il a connu une expansion économique, que les gens y travaillaient, que les gens y prospéraient. Alors ils n'ont jamais eu la nationalité syrienne parce que les États arabes ont comme politique de ne pas donner la nationalité aux Palestiniens afin de préserver, disent-ils, la nationalité et l'intégrité du peuple palestinien. Donc voilà ce qu'est le camp de réfugiés palestiniens Yarmouk. Un quartier finalement, un quartier, de la capitale syrienne. Exact. Et donc une porte d'entrée pour la capitale. Ouais, vers Damas. Alors, ce camp a été transformé en champ de bataille depuis plusieurs années déjà. Cette situation catastrophique n'est pas nouvelle en fait. Non, alors en 2011, au moment de l'insurrection, du début de l'insurrection, il faut savoir que plusieurs groupes armés se sont installés dans la ville ou faisaient déjà partie de cette ville. Alors il n'y a pas uniquement l'armée syrienne libre qui est plutôt modérée, mais il y a également des factions palestiniennes qui sont proches du Hamas. Il y a également Al-Nosra qui est affilié à Al-Qaïda et des groupuscules islamistes qui, eux, se revendiquent donc de l'État islamique. Pourquoi ces groupes palestiniens prennent-ils les armes en Syrie ? Alors d'abord pour combattre Bachar el-Assad en premier plan, ensuite c'est un problème de territoire évidemment, hein, donc chacun veut sa part du gâteau comme on dit. Évidemment Bachar el-Assad n'est pas resté sans rien faire face à cette insurrection on l'a dit, dans ce quartier, dans ce camp de réfugiés qui est carrément aux portes de Damas, qui est intégré au sud de Damas, et donc a décidé en 2013 d'imposer un siège à ce camp, j'ai envie de dire à ce quartier de Damas, un siège qui a duré 2 ans. Amnesty International estime qu'il y a des dizaines de morts de faim suite à ce siège. Rien ne pouvait y entrer, pas d'eau, très peu de nourriture, pas d'électricité. Vous imaginez dans quel dénuement vivent. C'est une méthode utilisée assez régulièrement hein, par le pouvoir en Syrie, utiliser la famine comme arme. Exactement. Et puis il faut savoir, on l'a vu dans le reportage, ils étaient 160 000 environ avant 2011. Ils ne sont plus que, on estime, entre 16 et 18 000 aujourd'hui, dont 3 500 enfants, ce n'est pas rien. Ajouter à cette famine donc l'invasion par l'État islamique le 1er avril, donc il y a à peine une dizaine de jours, dans la ville, dans le quartier, je dis une ville, mais c'est un quartier dans ce camp de réfugiés, ce qui fait qu'évidemment Bachar el-Assad réagit et bombarde. Cette population civile est prise réellement en étau entre les bombardements, la famine et l'État islamique. Alors, c'est un camp de réfugiés palestiniens, on l'a dit. Est-ce que l'autorité palestinienne a réagi officiellement ? Alors, c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. L'OLP veut réagir et veut coopérer avec Bachar el-Assad afin de mener une guerre, une lutte contre l'État islamique. Vous savez, l'État islamique qui n'est pas avare en exactions et la population palestinienne de ce camp subit tous les jours, selon les témoignages de ceux qui ont pu fuir depuis le début du mois, les exactions de l'État islamique. Mais d'un autre côté, évidemment, le Hamas, par exemple, s'oppose à Bachar el-Assad. C'est très, très compliqué d'avoir, comme d'habitude, une position claire et nette de la part des Palestiniens. Alors, sur cette question, Avi Pazner, est-ce que l'autorité palestinienne peut faire quelque chose pour ces Palestiniens à Yarmouk ? Je crois qu'elle peut crier, elle peut se plaindre, mais d'un point de vue pratique, il n'y a pas beaucoup de choses qu'elle puisse faire. Mais ce qui se passe à Yarmouk, je crois, symbolise la destruction de l'État syrien. Parce que Yarmouk, comme vous l'avez dit, c'est à Damas, c'est au port de Damas, c'est à Damas. C'est-à-dire Daesh est à Damas, pratiquement. Donc le pire ennemi de Bachar el-Assad est sur les portes du palais présidentiel, presque littéralement. Donc très peu que l'autorité palestinienne puisse faire. Maintenant, je me demande, moi, si Israël pouvait faire quelque chose. Par exemple, comme on a aidé humanitairement sur la frontière israélo-syrienne, on a aidé la population civile syrienne. Est-ce que par hasard, peut-être quelqu'un penserait à une forme d'aide, peut-être parachuter des vivres,
faire quelque chose. Israël devrait venir en aide aux Palestiniens réfugiés en Syrie? Ça serait un beau geste humanitaire. Ça serait un geste humanitaire, je crois, qui serait reconnu dans le monde entier. Enfin, je dois dire, j'ouvre une parenthèse, que la situation dans le camp n'a pas suscité énormément d'émotions sur la scène internationale. Parce que tout qui vient de la Syrie, déjà, on dit, OK, il y a 250 000 personnes qui sont mortes. Voilà, c'est terrible. Cette passivité de l'opinion publique, cette indifférence de l'opinion publique internationale face à ce qui se passe. Mais justement, Israël pourrait faire quelque chose dans ce cas-là. Pour finir, on marque désormais les 5 ans de guerre civile en Syrie. Comment, d'après vous, Bachar el-Assad a réussi ce tour de force, se maintenir au pouvoir malgré l'insurrection, malgré les massacres, malgré les combats, malgré les millions de réfugiés? Comment a-t-il fait? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a quand même un soutien de Bachar el-Assad à l'intérieur de la Syrie. Évidemment, quand les Alaouites sont pour lui, mais pas seulement eux, les Druzes, les chrétiens, même une partie de sunnites qui sont dans le régime. Donc, de ce point de vue-là, il a tenu le coup. Et puis, il a un soutien important, Bachar el-Assad. Moscou. Pas seulement. Moscou, l'Iran, le Hezbollah. Il n'est pas seul. Il n'est pas isolé. C'est-à-dire, même si l'armée syrienne s'est pratiquement désintégrée, où il en reste pas grand-chose, vous avez des milliers de troupes iraniennes, c'est-à-dire des gardes révolutionnaires qui sont en Iran, qui combattent. Vous avez le Hezbollah. Vous avez Moscou qui donne des armes librement. Il ne les vend pas, qui donne des armes. Donc, Bachar el-Assad a pu survécu. Est-ce qu'on pourrait imaginer un changement de position de la communauté internationale? On parlait il y a un instant de la politique américaine et d'un changement de président américain. Est-ce que le vent pourrait tourner pour Bachar el-Assad? Il y a un paradoxe dans la position américaine, parce que d'un côté, Obama se dit être contre Bachar el-Assad. C'est vrai, il est contre, mais il ne fait pas grand-chose. Ce qu'il va faire, dans quelques semaines, il va entraîner un bataillon de rebelles syriens, 500 personnes, il va les entraîner dans un mois. En attendant, ce que fait Obama aussi, il renforce Assad. Parce que ces opérations militaires contre Daesh, c'est aussi là, je n'ai pas mis les Américains dans le camp de ceux qui aident Bachar el-Assad. Ouais. Mais indirectement, qu'est-ce que ça donne? Un affaiblissement de Daesh renforce Bachar el-Assad. Il y a une inconsistance dans la politique américaine face à la Syrie. Et c'est vrai que théoriquement, ils sont contre. Obama, il est contre, comme un peu un professeur d'université pourrait être contre. Sur le terrain, ce qu'il fait aide Bachar el-Assad. Voilà. Et en attendant, les populations civiles en payent le prix, exemple, à Yarmouk. Merci beaucoup, Miri. Retour en Israël. Avec votre permission, Avi Pazner, Cyril, on va parler de politique. 3 semaines après les élections législatives, toujours pas de gouvernement. Et non, Netanyahou disposait de 28 jours exactement pour former sa coalition. Il n'y est toujours pas parvenu. Il lui reste un peu moins de 10 jours. C'est le 22 avril prochain qu'il doit rendre sa copie. Mais il peut demander, Barbara, une rallonge supplémentaire de 14 jours au président Rivlin. Cela nous conduit donc au 6 mai prochain. Les congés de la Pâque juive sont passés par là. Les tractations ont été gelées. Le 6 mai prochain, c'est la date butoir pour Benyamin Netanyahou pour présenter la formation de son gouvernement au président Rivlin. Alors, est-ce que des accords de coalition ont quand même déjà été conclus jusqu'ici? Alors non, rien n'a encore été signé. Des négociateurs du Likoud avancent effectivement avec au moins 3 des futurs partenaires de la coalition, pressentis en tout cas, les ultra-orthodoxes, séfarades et ashkénazes, le chasse et le judaïsme unifié de la Torah, et ainsi qu'avec la formation ultranationaliste d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenu, des ententes donc, mais toujours pas d'accord. Pourquoi? Eh bien parce que Benyamin Netanyahou a fait le choix de signer simultanément avec l'ensemble de ses prochains partenaires pressentis, en tout cas de la coalition. Or, Barbara, les tractations piétinent encore avec au moins 2 formations. Il s'agit du Kulanou, la formation centriste du transfuge du Likoud Moshe Kahlon, qui est assuré, vous le savez, d'obtenir le portefeuille des finances, mais également du logement et de l'environnement. Mais lui
insiste encore pour que son parti assure la présidence d'une commission clé qui va pouvoir lui permettre de mettre en œuvre son programme électoral qui était de résoudre la crise du logement et de lutter contre la vie chère. Or, Barbara, cette commission des plans est placée sous les ordres du ministère de l'Intérieur, un ministère qui lui a été promis à l'ultra-orthodoxe Harédéry de la formation donc du Chasse. Alors, autre parti avec lequel ça coince, il s'agit du foyer juif de Naftali Bennett. Absolument, parce que son chef de file, donc Naftali Bennett, le chef de file de la mouvance sioniste religieuse, le foyer juif, estime que les portefeuilles qui lui ont été proposés jusqu'à présent, ma foi, ne sont pas assez prestigieux. Lui, il lorgne sur le portefeuille des affaires étrangères, alors que c'est, sauf surprise de dernière minute, Avigdor Lieberman qui devrait être reconduit à la tête de la diplomatie israélienne. Autre point d'accroche est également le ministère des cultes que le foyer juif veut conserver, alors qu'il est convoité également par le Chasse, dont vous voyez, Barbara, un accord de tractation est encore très trop loin d'être acquis. C'est compliqué pour Benjamin Netanyahou. Oui, vous appelez ça des tractations, Cyril. Moi, j'appellerais ça plutôt des danses ou des jeux préliminaires, comme on peut dire. Je crois que cette loi qui prévoit 28 jours plus 14 jours est désuète, est passée. On peut former un gouvernement, croyez-le-moi, j'étais dans des gouvernements, on peut former un gouvernement en 2 semaines. On ne négocie pas actuellement, parce que tout ce qui a été convenu avec Harédéry, avec Kachon, avait déjà été convenu avant les élections. Ce qu'on fait maintenant, on perd du temps, on essaie de faire pression, et on arrivera, comme toujours, au dernier moment, dans le 13e jour du 14e, on arrivera, on arrivera. C'est ridicule, on perd du temps. Israël n'a pas de gouvernement. Ça fait déjà 5 mois qu'Israël n'a pas de gouvernement depuis novembre dernier. Là, il faut changer cette loi, comme on pense d'ailleurs changer la loi électorale. Il faut changer aussi cette loi. Il faut donner 1 semaine, 2 semaines. Fini, comme on fait en Europe, quand vous n'avez pas un temps illimité pour faire des trucs comme ça. Alors justement, Cyril, on s'attendait effectivement à ce que ce soit beaucoup plus rapide, Benjamin Netanyahou avec des partenaires naturels pour créer une coalition de droite. Absolument, c'est la fameuse coalition des 67 députés qu'évoquaient tous les éditorialistes politiques au lendemain du scrutin. C'était le 18 mars, une formation toute bleue, à droite toute, avec le Likoud, Koulalou, le foyer juif, Israël Beitenu, Chasse et le judaïsme unifié de la Torah, une coalition naturelle, homogène, à droite toute. Or, on l'a dit, il ne reste plus que 10 jours à Benjamin Netanyahou pour rendre sa copie. Les pourparlers fondus sur place. Alors, faut-il y voir le signe de l'indécision de Benjamin Netanyahou? Sans doute. Le Premier ministre semble réticent encore à l'idée de former une coalition qui serait peut-être trop à droite, dont il serait prisonnier, notamment sur la scène internationale. Rappelez-vous du couac et des relations exécrables entre Israël et l'administration Obama, ce qui nous laisse penser à nous journalistes que Benjamin Netanyahou n'a toujours pas abandonné l'idée de rallier peut-être l'union sioniste d'Yitzhak Herzog et de Tzipi Livni pour former un cabinet d'unité nationale. Aucune réticence du point de vue des partis ultra-orthodoxes qui ne voient aucun inconvénient. Pas de grands changements non plus au niveau arithmétique. Regardez, 67 députés toujours, sauf que la couleur change. L'union sioniste à la place des 24 députés de droite. Adieu donc les 3 grands partis de droite et bienvenue aux 24 parlementaires de la liste du centre-gauche. Netanyahou doit trancher, il a jusqu'au 6 mai pour le faire. En 10 secondes, pour finir, c'était votre pronostic, Avi Pazner, il y a 2 semaines. Benjamin Netanyahou ira vers un gouvernement d'union nationale? Je crois qu'il le voudrait bien. Que si c'est possible pour lui et que si à l'intérieur du parti sioniste ils sont d'accord, je crois que lui préférerait un gouvernement comme celui-là, comme gouvernement de droite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Cyril, merci Amir. Restez avec nous, on se retrouve juste après un nouveau journal. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. Dans le reste de l'actualité du Moyen-Orient, direction à présent le Yémen, où l'Arabie Saoudite semble déterminée à poursuivre un coûte que coûte son offensive militaire. Elle a cherché à convaincre ce week-end que ces frappes commencent, en dépit des critiques, à porter leurs fruits. Mais sur le terrain, les rebelles chiites houthis, soutenus par l'Iran, ne désarment pas. Reportage. Pas d'accalmie dans les combats au Yémen. Ces dernières heures, les affrontements les plus violents se sont déroulés au sud du pays, dans la province de Taez. À Dar Saad, Mouala, Bourika et dans la ville portuaire d'Aden, la 2e plus importante du pays, les comités populaires tentent toujours de déloger les miliciens houthis, 2 zones sous leur contrôle.
Dimanche matin, les frappes de la coalition auraient encore fait une trentaine de morts, en particulier le bombardement du camp 22. Cette base, appartenant à la garde républicaine, est restée fidèle à l'ancien président yéménite Abdallah Saleh. À ce stade, l'Arabie saoudite rejette toute idée de trêve humanitaire, malgré l'arrivée d'un deuxième avion du CICR rempli d'aide humanitaire à destination de la population. Pas question non plus d'un cessez-le-feu proposé par l'Iran, que Riyad accuse d'implication directe aux côtés des miliciens chiites. Nous avons suffisamment de preuves qui montrent que le gouvernement iranien et ses milices, à l'instar du Hezbollah, sont celles qui entraînent, financent et soutiennent les Houthis. C'est pour ça que nous n'excluons pas leur présence aux côtés des miliciens. En 18 jours d'opération, la coalition sunnite a mené un total de 1200 frappes au Yémen, selon l'Arabie saoudite qui mène les opérations. Un effort de guerre soutenu par la France, comme est venu le rappeler son chef de la diplomatie, Laurent Fabius, en visite à Riyad ce dimanche. Une solution soit trouvée qui permette de respecter la légitimité du pouvoir sur le terrain et de mettre fin au conflit qui ensanglante ce pays très proche de l'Arabie saoudite. Fort de ce soutien et de celui de son fidèle allié américain, l'Arabie saoudite se tient prête à passer à la seconde phase de son offensive. À la frontière du Yémen, où près de 500 combattants houthis auraient été tués ces dernières semaines, Riyad a amassé près de 150 000 hommes. Une invasion terrestre ne serait qu'une question de jours. Et on s'intéresse à présent aux grands titres de la presse du Moyen-Orient. Cyril, bonjour. On commence par la presse israélienne qui s'intéresse évidemment ce matin à la candidature d'Hillary Clinton. She is running, désormais c'est officiel, Barbara. Hillary Clinton vise la Maison-Blanche. Voilà le titre choisi ce matin en une par nos confrères du quotidien à grand tirage, Yediot Aharonot. Après plusieurs mois de rumeurs et de faux suspens, l'ancienne First Lady a présenté donc hier sa candidature à la présidence des États-Unis. Clinton retente sa chance, titre de son côté le journal de gauche Haaretz. Elle a été sénatrice de l'État de New York, candidate malheureuse à la primaire démocrate face à Barack Obama en 2008 et enfin secrétaire d'État américaine jusqu'en 2013. Aujourd'hui, Hillary Clinton se lance à nouveau dans la course à la Maison-Blanche, écrit le Haaretz, qui rappelle par ailleurs qu'Hillary pourrait devenir la première femme à accéder à la fonction suprême. Et puis l'Idiot nous gratifie ce matin d'un retour en images sur la carrière d'Hillary Rodham. On découvre sur cette photo la lycéenne de Park Ridge dans l'Illinois en 62, ou encore ici lorsque Bill fut élu gouverneur de l'Arkansas. C'était en 1982. Le Israël Hayom, lui, annonce la candidature cette fois d'un républicain. Oui, beaucoup plus mesuré. Le quotidien conservateur israélien choisit de faire le pédigré de celui qui va défier la candidate Clinton. Faites connaissance avec Marco Rubio, ce jeune républicain de 43 ans, sénateur de Floride, doit déclarer sa candidature aujourd'hui, nous dit le Israël Hayom. Alors parmi les vertus du candidat, cité par le journal, comme son charisme ou son origine hispanique qui pourrait rassembler, il y en a une qui a particulièrement séduit la rédaction du journal israélien. Rubio, nous dit-on, compte parmi les plus grands détracteurs de la politique étrangère de Barack Obama et c'est également un grand admirateur de Binyamin Netanyahou. Voilà de quoi séduire donc nos amis du Israël Hayom. Si Clinton est élu, doit-on s'attendre à un changement dans la relation américaine à Israël? Voilà la question que pose de son côté ce matin le site d'information israélien NRJ avec cette belle photo d'Hillary Clinton et de Binyamin Netanyahou. Le NRJ qui offre une tribune à deux politologues spécialistes des États-Unis. Alors cette relation va changer du tout au tout, estime Eitan Gilboa de l'université de Bar-Ilan, tandis que pour le professeur Weissmel Manor de l'université de Radfa, il y aura certes un changement de ton, mais pas de fond. Voilà, et l'autre grand titre de cette matinée, c'est évidemment la reconnaissance du génocide arménien par le pape François. Les journaux de la région en parlent évidemment. Alors oui, c'est une reconnaissance dont se félicite ce matin l'agence de presse arménienne, Armen Press. Vous le voyez, photo à l'appui, l'agence de presse rappelle aux internautes que la basilique Saint-Pierre de Rome a adopté hier le temps d'une messe, le rite arménien. Occulter le mal ou le nier, c'est laisser une plaie ouverte. Cette métaphore de François, elle est également mise en exergue ce matin par l'agence
l'agence de presse Armen Press. Alors sur les étalages des kiosques d'Ankara, Barbara, en revanche, on met plutôt l'accent sur l'incident diplomatique provoqué par le discours papal. La crise, titre dans ses manchettes le quotidien conservateur Hurriyet, au-dessus de la photo du souverain pontife. Sans surprise, renchérit le tabloïd Vatan, les représailles turques ont été immédiates. Ankara a convoqué à la mi-journée l'ambassadeur du Vatican pour évoquer la question et elle a ensuite rappelé son propre ambassadeur au Vatican. Voilà pour les journaux turcs sur cette question. Merci beaucoup Cyril. Vous restez avec nous avec ce reportage. C'est un témoignage poignant. Retour en Israël avec donc ce témoignage d'une mère incarcérée. Elle vit en prison. Et cette question, quel lien peut-on tisser avec son enfant dans cet univers de violence et d'isolement? Réponse signée Marie Semelin pour le magazine Midi Ensemble. 196 femmes sont emprisonnées à Neve Tirza, la seule prison pour femmes d'Israël. Plus de 60% d'entre elles sont mères et la condamnation signifie aussi la séparation. C'est très difficile. C'est ça le plus grand défi des prisonnières. Ce n'est pas le fait d'avoir perdu sa liberté. Perdre son statut de mère, c'est une perte comparable à un deuil ou à un divorce. C'est un traumatisme grave, aussi bien pour les mères que pour leurs enfants, dès le moment où elles entrent en prison. Réussir à conserver leur statut de mère et renforcer le lien avec les enfants, c'est le plus grand défi des femmes prisonnières, malgré la distance qui les sépare et leur détention. Une fois par mois, les enfants ont un droit de visite de 3 heures. Une parenthèse pour Maya, en prison depuis 3 ans et demi. Elle a une fille qu'elle ne voit plus, qui vit aux États-Unis avec son père et un fils de 8 ans. Ma mère l'accompagne. Je lui fais un sandwich. On déjeune ensemble. C'est génial de lui préparer à manger. Et puis ensuite, on a du temps libre. Il a commencé à faire des mots fléchés. Et moi aussi, j'adore ça. Et donc, on le fait ensemble. Il adore ça. On joue à la chasse, à cache-cache. Et puis ensuite, les éducatrices nous organisent une activité avec les enfants. Quelque chose qui est toujours en rapport avec la famille. Quelque chose à faire ensemble, pour s'amuser ensemble. Et puis, tous les enfants, ils commencent maintenant à se connaître. Ils jouent ensemble. Ils sont dans la même situation. Ils jouent, ils courent. Je me sens comme une gamine pendant ces heures-là. Je me déconnecte de tout et je cours, je joue avec les enfants. J'adore ça. Mais ces visites sont brèves et rares et chaque fois qu'elles se terminent, c'est une nouvelle blessure. Après les visites, je me renferme. Je me mets sur ce lit et je regarde ce mur. Je ne veux parler à personne. Je ne veux voir personne. Et puis, les visites ne sont pas toujours positives. Ce sont tout de même des enfants qui ont traversé quelque chose de traumatisant. L'abandon. Une fois, il a vraiment tout ressorti. Il était paniqué, il a crié, il était énervé. Ils nous ont mis dans une salle seule. Et il s'est calmé après un quart d'heure. Je ne savais pas quoi faire dans cette situation. Je lui ai fait un très gros câlin. C'est tout ce que je pouvais lui donner à ce moment-là. Pour les prisonnières, sortir de ce sentiment de culpabilité est difficile, mais indispensable pour une éventuelle réinsertion après la prison. Avec un taux de récidive qui atteint les 70% à Neve Tirza, c'est un vrai défi pour les accompagnateurs sociaux. La culpabilité ronge Maya, qui au moment de sa condamnation pensait d'abord à ses enfants. C'est la première chose à laquelle on pense. Que vont ressentir les enfants? Comment est-ce qu'ils vont le prendre? Bien sûr, il y avait la honte et tout ça. Mais ma première inquiétude, c'était mes enfants. C'est pour ça que je dis d'accord, je ne les ai jamais maltraités. Je ne leur ai pas fait de mal, mais je les ai abandonnés. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. J'essaye d'améliorer tout ça, mais oui, c'est de ma faute. Je n'essaye pas de me justifier. Je les ai abandonnés. Les enfants, eux, se rendent évidemment compte et comme les mères, ils attendent la libération.
Allez, autre question à présent. Qu'est-ce qui fait le buzz ce matin sur Internet? Rudy, c'est la revue du web et on commence par parler de communication, celle du gouvernement français qui essaye de faire ce qu'il peut pour promouvoir son action sur les réseaux sociaux. Oui, et hier, Le Monde ne parlait que de ça, non pas de la candidature d'Hillary Clinton à l'investiture démocrate, mais du retour de la série Game of Thrones. Le premier épisode de la saison 5 était diffusé hier pour la première fois en simultané partout dans le monde, ce qui a évidemment scotché un bon nombre d'internautes. Alors c'est une série spectaculaire, si vous ne la connaissez pas, qui se passe dans un univers médiéval dit des 7 royaumes. Alors aucun rapport avec la politique française, me direz-vous. Eh bien vous avez totalement raison, sauf que pour les communicants du gouvernement, la diffusion de la saison 5 était aussi l'occasion de promouvoir l'action de Manuel Valls et de ses ministres. Donc là on voit les extraits de la saison 5 de Game of Thrones, donc vous voyez un peu l'esprit de la série, et donc on va voir aussi ce que les internautes abonnés au compte du gouvernement ont eu la primeur de voir hier, un message qu'on va voir. Voilà, donc ça c'était un peu le teasing du gouvernement. Les corbeaux porteurs d'un message viennent de quitter le gouvernement.fr, donc c'est-à-dire un message va vous arriver. Le message, donc le voici, est écrit avec le vocabulaire de la série. Le texte, lui, par contre, colle bien à une réalité française, même si le vocabulaire colle avec la série. On y rappelle la base de la politique du gouvernement, la réforme territoriale, la maîtrise des dépenses publiques, la réforme des retraites, la réforme pénale, le décrochage scolaire et l'hébergement des personnes en difficulté. Bref, un véritable programme destiné aux internautes. Voilà, alors GOT, c'est Games of Thrones. Absolument, c'est le... compris. Ça a marché? Pas du tout, enfin pas tellement si on en croit les tweets. Certains, comme Nina, vous allez voir son tweet, ne comprennent pas cette stratégie plutôt originale de com. Mais attention, ce n'est pas la première fois que les communicants de Matignon font le parallèle avec le monde des séries ou du cinéma, comme House of Cards, ils l'ont fait il y a quelques temps, ou Le Seigneur. Les Français l'ont fait? Oui, c'est toujours le gouvernement français, la communication de Manuel Valls, qui à chaque fois surfe en fait sur ces hashtags qui sont extrêmement populaires quand les séries sortent ou quand c'est un début ou une fin de saison. Eh bien, ils les récupèrent pour leur propre com. Absolument. Vous en pensez quoi en tant que spécialiste d'Internet? Je pense que c'est pas très bien joué. C'est pas bien joué, bon. Allez, on parle d'autre chose? Oui. Ça s'appelle Uber, ça crée le buzz. C'est une machine qui empêche les gens ivres de prendre le volant. Oui, je vous parle souvent de ce service, Uber ou Uber, service de smartphone de VTC qui, partout dans le monde, provoque la colère des taxis car cela crée une concurrence qui est jugée déloyale. Et bien sûrement pour contrer toute cette communication négative, Uber a créé le buzz ce week-end avec une vidéo tournée à Toronto au Canada. Ils y ont installé à la sortie du quartier des bars un alcotest, une sorte de totem assez original. Vous soufflez et si votre alcoolémie est trop importante, eh bien automatiquement c'est un chauffeur Uber qui vient vous chercher gratuitement pour vous ramener chez vous. On regarde cette vidéo qui a fait un beau buzz ce week-end sur internet. Safe. You drink, we drive. Place straw and hole and blow here for a ride on us. All right, let's try it out. Ready, set, blow. Keep it going. Blow, blow, blow. How drunk are you? Analyzing data? My favorite. 5, 4, 3, 2, 1. Finding pickup location. Requesting driver, that's exactly. Look, it's here. I guess I'm not driving anymore. Voilà. Ça fonctionne, de plus en plus de gens font partie du monde Uber. On attend pour l'année 2015 10 milliards de chiffre d'affaires pour Uber. C'est une des startups qui marche le mieux dans le monde et qui crée à chaque fois la polémique là où elle s'installe. Mais il n'empêche que c'est une entreprise en pleine croissance et qui a besoin justement de redorer son blason, d'où ce genre d'opération. Mais n'importe qui peut être chauffeur Uber ou Alors, il y a les chauffeurs de VTC qui, selon les pays, doivent s'enregistrer. Par exemple, en France, on doit s'enregistrer en tant que VTC. Mais il y a un service qui s'appelle Uber Pop qui permet à chacun d'être pour quelques heures occasionnellement chauffeur, ce qui évidemment dérègle complètement le monde des taxis.
Mais c'est une bonne chose pour la sécurité routière en tout cas. Oui, en tout cas, cette opération, oui. On finit par parler d'un moteur de recherche plutôt original. Oui, il a marqué 2 buts en finale de la Coupe de la Ligue, c'était samedi ce week-end en France, 3 en demi-finale de la Coupe de France. Oui, je sais. Malheureusement, Cyril, on est dans le même cas, on est tous les deux supporters de l'OM, mais Zlatan est en train de zlataner le football français. Mais au-delà d'un excellent joueur de foot, le Suédois est un phénomène médiatique et c'est bien ce qu'a compris l'agence Sweet Pop. Pour faire parler d'elle, cette agence a lancé pour rire un moteur de recherche qui n'est plus Google mais Zlatan. Alors voilà, j'ai tapé i24 sur le moteur de recherche Zlatan et vous avez tous les articles qui sont en rapport entre i24 et Zlatan. Il a réagi, Zlatan ? Non, il n'a pas réagi pour l'instant. Aucune réaction. Il ne nous a pas zlatané. Merci beaucoup Rudy, merci Cyril. Après le nouveau journal, on parlera de cinéma et de Jennifer Aniston qui sent Lady pour un rôle qui pourrait être celui de sa carrière. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning. On va parler culture, à présent cinéma. Dans un instant avec vous, Laetitia, bonjour. On va parler d'une Jennifer Aniston en Lady, pour un rôle assez particulier. Ça sort cette semaine en France. Mais avant cela, un peu de culture venue d'Asie avec vous, Sandy. L'origami s'installe à quelques mètres d'ici, au musée de Jaffa. Vous êtes allé voir cette expo? Exactement. On regarde à quoi ça ressemble? Allez. S'amuser avec du papier peut paraître être un jeu d'enfant et pourtant plier du papier est un art qui trouve sa place ici à Jaffa. Les œuvres de 30 artistes, 10 israéliens et 20 venant des 4 coins du monde ont été réunis pour faire découvrir au public tout ce qu'on peut faire avec une feuille en papier. On ne savait pas à quoi s'attendre, ce n'était pas prévu dans notre itinéraire. On est simplement venus et mes enfants ont adoré toutes ces pièces faites en papier. C'est incroyable, je n'avais jamais vu autant d'œuvres en origami réunies en une seule exposition. L'avantage de l'origami, c'est que ces œuvres parlent à tout le monde et celui qui en parle le mieux, c'est Paul Jackson, artiste, professeur et surtout l'un des plus grands spécialistes en la matière. Avec l'origami, tout le monde peut regarder et apprécier. Peu importe notre âge ou notre culture, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien à comprendre, il faut juste apprécier. Et pour prolonger le côté ludique de l'exposition, des ateliers d'origami sont proposés aux enfants, plus que contents d'y participer. C'est amusant, j'ai appris à faire un signe en papier, j'ai construit quelque chose juste avec du papier. Je suis venu pour apprendre à faire des choses en pliant du papier. Tout est possible avec le papier. Je peux aussi faire un dinosaure. Et puis on élargit notre imagination, c'est vraiment génial. Créer quelque chose de leurs propres mains, une expérience peu commune pour nos chères têtes blondes. Nous savons que les enfants adorent travailler avec le papier. C'est magique pour eux. De nos jours, les enfants passent leur journée à jouer avec leurs pouces sur leur smartphone. Mais faire quelque chose eux-mêmes, avec un contact direct avec le matériel, pas de souris, ni de crayon, aucun outil, juste leurs doigts, c'est une expérience unique pour les enfants aujourd'hui. Plus que de la fierté, c'est de la magie que l'on voit dans les yeux de ces enfants, une magie qui ne tient qu'à un simple petit bout de papier. Ouais, c'est beau, On dirait du beurre. Moi, c'est le matin. Moins plus que les toasts. Sandy, vous avez appris quoi alors sur l'origami? C'est quoi? On sait quoi sur l'origami? Alors déjà, pour commencer, vous l'avez dit, ça vient d'Asie, du Japon plus particulièrement. Et origami, ça veut dire tout simplement papier plié. Alors c'est un art qui remonte à peu près 400-500 ans. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on ne sait ni qui en est à l'origine, ni pourquoi. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un art qui est répandu dans le monde entier. Et en Israël, on l'a dit, c'est arrivé au musée de Jaffa, mais c'est arrivé en Israël il y a longtemps comme discipline artistique? Alors à peu près quelques dizaines d'années, mais le vrai point de départ de l'origami en Israël, c'est en 1993 quand Marie Golan a créé le centre israélien de l'origami, donc ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on s'y intéresse vraiment en Israël.
Alors on l'a vu dans le reportage, une trentaine d'artistes exposent en tout dans cette expo musée de Jaffa. On sait quoi sur ces artistes? Alors c'est une communauté vraiment très diverse. La plupart des artistes en origami ne sont pas que des artistes. Ils sont scientifiques, mathématiciens ou architectes. Ce sont des personnes qui ont un métier, une fonction. C'est pas vraiment un hobby parce qu'ils se servent de l'origami dans leur métier. Mais ce n'est pas leur fonction principale. La plupart des artistes en origami, c'est comme une passion, mais ils s'en servent également dans leur métier. Donc c'est vraiment. Alors ils se servent de leur métier pour l'origami aussi, non? Aussi, il y en a un qui a créé un logiciel qui permet de montrer quelles sont les étapes de pliage pour faire par exemple un insecte en origami sans couper le papier. Et donc l'origami, comme nous l'a dit Paul Jackson lorsque nous l'avons rencontré, ce n'est pas que de l'art, c'est aussi de la géométrie, des mathématiques, d'où la diversité de cette communauté d'artistes. Voilà, un côté scientifique. Alors on l'a vu dans le sujet, il le dit lui-même. Les enfants adorent ça parce qu'il y a un rapport direct avec la matière. Pourquoi ça plaît tant aux enfants? Ça plaît tant aux enfants, mais aussi aux adultes. Mais tout simplement parce que c'est surtout le fait de transformer une simple feuille de papier en un objet concret, en un objet réel, quelque chose qu'ils fabriquent de leurs mains et qu'après ils peuvent montrer, exposer dans leur chambre, montrer aux copains. C'est quelque chose vraiment qu'ils ont fabriqué eux-mêmes. Ça change des smartphones et des tablettes, évidemment. Effectivement. Alors, je vois que vous avez des petites feuilles de papier là en face de vous. Vous avez appris à faire de l'origami? Oui, j'ai réalisé un rêve d'enfant, savoir comment faire un signe en papier. On le voit à la télé, ils nous expliquent jamais comment. Et à l'époque, il n'y avait pas les tutos, donc j'ai appris comment faire un signe en papier. Vous nous montrez? Et je vous propose de le faire avec moi. Ah bon? Allez, c'est parti, fais passer à Laetitia. Moi, je suis trop nulle. Les papillons, j'ai pas appris. Alors les signes. Alors, on commence par plier la feuille en deux, bord à bord. D'accord. Tout simplement, il faut bien marquer les pliures. Ça aide beaucoup. Vous réeffectuez cette même opération encore en deux, bord à bord. Oh. Ok. C'est minutieux comme travail, mais c'est pas très compliqué. D'accord. Ok, maintenant vous rouvrez et vous prenez une des parties, vous la repliez vers le haut en laissant une bande sur la partie supérieure. D'accord. Comme ça, plus ou moins large. Ensuite, on retourne le papier. Et chaque côté va être rabattu dans le sens. Attendez, voilà, c'est dans l'autre sens. On retourne. Chaque côté, la pointe vers le bas. Et vous devez bien faire attention à ce que ça aille sur la feuille, le trait du milieu. C'est aussi la symétrie, d'où la géométrie dont parlait Paul Jackson. On va essayer, vous promettez rien, Laetitia et moi. Non, mais c'est très simple. Voilà, maintenant vous retournez. Il reste une petite pointe. Vous la rabattez pareil vers la pointe du milieu. D'accord. Moi, je me rappelle quand on était petit, on faisait les cocottes avec les exactement couleurs. Ça. Le signe, c'est la façon un peu distinguée de dire que c'est une cocotte en papier. Mais ensuite, c'est tout à fait foiré en fait. Non, et vous repliez le dernier petit bout vers le bas, la petite pointe là. Mais quelle petite vers pointe? le bas. Là, vous avez replié une pointe. Ok, allez hop. Après, on finit comme ça. On ouvre. Et on ouvre la feuille. Moi, je fais une grenouille. Et voilà la cocotte. Voilà, mon signe. Un truc qui ressemble à rien. C'est pas loin, je vous apprendrai pour lui faire un bisou. À ma grenouille. C'est pas mal, c'est pas mal. En tout cas, faisons un gros plan sur le signe de Sandy. Voilà. Je suis très fière. C'est bravo. J'ai appris à mes filles, elles sont passionnées. Bravo pour l'origami, merci beaucoup. Sandy, Laetitia et moi, on va aller s'entraîner un petit peu. Ah, ça ressemble à une grenouille. Oui, c'est une grenouille. Allez, on parle d'autre chose à présent. Les filles, on parle régime. Avant l'été, c'est normal. Entre détox, cure à base de jus de fruits au régime sans gluten, est-ce que cette diète marche vraiment et surtout, est-ce que c'est bon pour la santé? Voilà, c'est des questions qu'on se pose chaque été. Réponse avec Lise Barreneau. Les beaux jours reviennent et les femmes veulent effacer leur rondeur. La rançon d'une telle entreprise, c'est souvent la faim et l'effort. Une exigence qui peut malheureusement se transformer en diktat. Les chiffres montrent par exemple qu'en 2006, 70% des filles se sentaient bien dans leur peau. Elles ne sont plus que 47% en 2012. Les centres médicaux soignant l'anorexie, comme celui d'Hambourg, sont surchargés. Toujours plus de filles veulent devenir mannequins. Le plus extrême et le plus efficace des régimes, la diète 100% pur jus. Julianne Moore, gagnante de l'Oscar de la meilleure actrice 2015, s'y est astreinte. Au menu, cocktail vitaminé de fruits et de légumes et laits végétaux. Le jus le plus populaire, c'est le green juice, à base de céleri, de chou kale, de concombre et de citron, à utiliser en cure pour un régime à 1200 calories par jour. Pour celles qui préfèrent revenir aux origines, le régime paléolithique propose une alimentation d'hommes des cavernes. Au programme, viande, baies, oléagineux et légumes verts. Les produits laitiers, le blé et les légumineux sont bannis. Le régime chouchou de Jessica Alba et Matthew McConaughey.
Le régime intermittent préconise quant à lui la règle du 5-2. Manger ce que l'on veut 5 jours par semaine et n'avaler que 5 à 600 calories pendant les 2 autres. Beyoncé l'affectionne particulièrement. Attention par contre aux diètes qui carencent l'organisme. Le succès planétaire du régime Dukan, qui privilégie les protéines au détriment de tous les autres groupes d'aliments, est aujourd'hui l'objet de nombreux détracteurs. Toutes les données scientifiques convergent aujourd'hui pour constater que le régime Dukan comporte des dangers cardiovasculaires, des dangers de cancer. Les stars sur papier glacé ne sont pas forcément l'exemple à suivre. Leurs diètes extrêmes peuvent être mal perçues par des jeunes filles qui l'interprètent par l'anorexie. C'est presque une maladie idéale, malheureusement, dans notre société. On félicite toujours quelqu'un qui maigrit, on attaque toujours quelqu'un qui grossit. Autre tendance du moment, la détox, une sorte de purification qui permettrait de se remettre à neuf en sirotant des soupes. Mais les risques de fatigue, de stress nutritionnel, de migraines et de crampes musculaires sont réels. Ce qui n'empêche pas certains de participer à des cures pour retrouver leur bien-être. Est-ce que vous portez tous les jours la même chemise sans jamais la nettoyer? Vous pouvez la porter tous les jours? Je ne pense pas. C'est pareil avec le corps. Faites la comparaison. Depuis combien d'années est-ce que vous mangez? Ce n'est pas juste. On ne donne jamais de pause à notre organisme. On ne le nettoie jamais de fond en comble. Mais le régime n'est rien sans un solide travail physique. Sur les réseaux sociaux, nombreuses sont les blogueuses à donner le mode d'emploi d'une vie plus saine. Course à pied, exercice quotidien et recettes colorées mais peu caloriques. I'm the hottest round, and if you want me, y'all can stop me now. Is you with me now? The biggie bounce. I know you dig the way I switch my style. Get your freak on, get your freak on, get your freak on. Mais rassurons-nous, si tous les kilos ne sont pas partis avant la belle saison, d'autres cultures accueillent les rondeurs avec le sourire. D'avoir une taille forte, c'est d'abord signe de bonne santé, mais c'est également signe de maturité. À vos baskets et à vos fourneaux, plus que quelques semaines avant la plage. Bon, il n'y a pas une fille qui n'est pas experte en régime. Vous avez la recette miracle ou... Je crois qu'il faut juste faire attention. Enfin, il faut manger quand on a faim et il faut juste écouter. Non, mais réellement. Ça, j'adore. C'est dans la tête. Non, mais c'est vraiment, faut écouter son corps. Et en fait, à partir du moment où on oublie toutes ces règles de régime et qu'on fait juste un petit peu attention à notre sensation de satiété. Manger équilibré, en gros, il faut manger équilibré, il faut faire se faire plaisir, mais pas trop. Justement, on va parler de maigreur, de ceux qui grossissent, de ceux qui s'enlaidissent, etc. Les changements physiques radicaux au cinéma, ça plaît toujours. Dernier exemple en date avec Jennifer Aniston. Voilà, qui sort donc, qui joue dans un film qui va sortir cette semaine, qui s'appelle Cake. C'est un virage complet pour celle qu'on connaît en général plutôt dans le registre comique. Elle se met à nu pour ce rôle de composition. Elle n'a pas de fard à joues, pas de mimique inutile. Elle a quelques kilos en trop, des cicatrices sur le visage. Elle interprète l'un des rôles de sa vie, celui de Claire Bennett, qui est une femme de famille qui va devoir se relever d'un accident de voiture qui lui a enlevé son fils. Elle est à 2 doigts du suicide. Elle est complètement en dépression, à coups de cacheton, d'alcool. On suit donc dans ce film une détresse abyssale, celle d'une femme qui va tout de même pouvoir se rattacher à quelque chose. Elle porte littéralement le film sur ses épaules. On regarde en image. I'm doing really well. I want you to verbalize to Nina how her suicide affected you. She jumped off the freeway overpass, landed on a flatbed truck heading to Mexico. Her body got stuck in customs for like a week. Way to go, Nina. Spread your legs a little bit wider. Should we go on a date first? Haha. You must eat, Dr. says. I'm gonna eat this in a few minutes. Promise? On my mother's grave. That your mother leaves. Nice night, huh? You're Nina's husband. Yeah. I'm not a stalker. I mean, not in the traditional sense. I know about your accident. I can't save you. I could barely save myself and my kid. I'm not asking you to. Bennett is a man outside. Get off my property. Alors, elle n'a finalement pas été nominée aux Oscars pour ce rôle-là. Grande déception, on en a beaucoup parlé, mais de manière générale, Hollywood
adore ce genre de métamorphose. C'est vrai que Hollywood adore ce genre de métamorphose. Pour les hommes, déjà, dès qu'ils perdent 1 kilo, les hommes, ça devient les plus grands virtuoses de leur génération au cinéma. C'est valable aussi pour les femmes. C'est plutôt contradictoire et paradoxal pour Hollywood qui impose un diktat quand même de la beauté qui est plus fort que partout ailleurs dans le monde. Les actrices, en général, dépensent tout leur cachet pour rester jeunes et belles. Et bien voilà qu'ils récompensent celles qui s'en les disent. Et justement, on va revenir sur ces rôles mythiques, ces actrices qui sont devenues l'aide pour les besoins d'un film, à commencer par Nicole Kidman. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film The Hours. C'était devant la caméra de Stephen Daldry. Elle prenait les traits de Virginia Woolf, une célèbre et très talentueuse écrivain qui, comme beaucoup de grands artistes, était tourmentée, bipolaire. Elle était même au bord du suicide, elle aussi, dans The Hours. C'est un état d'esprit qui marque forcément les traits du visage et que l'actrice australienne lui a emprunté fidèlement. Elle a porté un nez postiche, mais aussi a appris à écrire de la main droite alors qu'elle était gauchère. Alors, est-ce que ça a marché ? Oui, en tout cas pour Nicole Kidman, puisqu'elle a reçu l'Oscar de la meilleure actrice, le BAFTA de la meilleure actrice, ainsi que le Golden Globe, et ça, c'était en 2001. Autre exemple chez nous, la petite française et sublime Marion Cotillard, qui a pris les traits de la môme pour incarner Edith Piaf. Eh bien, elle n'a pas hésité à porter des implants capillaires, des prothèses pour retranscrire une apparence fragile et peu flatteuse. On peut aussi mentionner rapidement, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, le rôle certainement le plus mythique dans lequel une actrice extraordinaire s'est transformée en laidron. C'était Charlize Theron dans le film Monster, pour lequel elle avait raflé absolument toutes les récompenses possibles et imaginables, notamment Oscar, Golden Globe, BAFTA et un prix à Berlin. Voilà pour Monster. La différence est marquante entre la sublime Charlize Theron et... c'est certainement c'est vraiment le rôle qu'on prend en référence en général pour montrer... Elle avait pris 13,5 kg pour ce rôle, enfin quelque chose de... Et bien sûr... C'était bien dans les dits. Merci beaucoup Laetitia, merci Sandy. On va aller s'entraîner à faire des petits signes en papier, vous inquiétez pas. Allez, ça va aller mieux la prochaine fois. Merci à vous d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien.